Il est temps maintenant qu'on parle un peu du workshop papier, Kezra, dont tu as été à l'initiative avec l'atelier Art Science, dont vous avez été à l'initiative. Et justement, bon, je vais vous laisser présenter ce workshop et aussi l'intérêt. Là, on a montré des technologies, on a montré des innovations, des nouveaux usages. Ce qui nous intéresse quand même sur Experimentas, c'est cette relation entre artistes, scientifiques, start-up, industriels, qui permet d'aller pour chacun plus loin dans son travail de recherche. Et c'est un peu là-dessus qu'on a envie d'avoir votre témoignage et votre retour d'expérience. Alors je vous laisse présenter ce workshop. Et ensuite, je vous poserai bien sûr plein de questions, et parce que je dois dire que tous les gens autour de ce plateau sont partenaires du workshop et ont largement contribué à sa réalisation. Bonjour à tous. Du coup, le workshop qu'on vient de terminer il y a quelques jours, l'idée c'est d'un temps et un espace de travail un peu particulier dans lequel on s'est réunis. Là, en l'occurrence, c'est une vingtaine avec chacun des compétences, des savoir-faire très différents, des gens qui sont artisans, des gens qui sont artistes, des gens qui sont techniciens, des gens qui sont tout ça à la fois. Tout un tas d'outils, tout un tas de matériaux, beaucoup de papier. Et avec l'idée de créer des objets interactifs à partir de ce matériau qu'est le papier, en le confrontant à peu près n'importe quelle technologie qui était à disposition, que ce soit de la lumière, de la vidéo, du son, les outils généralement qu'on trouve dans les Fab Labs, d'impression, de la sérigraphie, etc., de l'électronique, de la mécanique. Et l'idée, ça a été justement d'essayer de manière la plus organique possible, la plus horizontale possible, d'essayer de faire en sorte que les gens présents travaillent collaborativement voilà, à la création d'objets interactifs. Peut-être qu'on peut montrer un peu la vidéo qui est un truc tout frais là qu'on a monté juste à la suite de ça. Qui permet de montrer un petit peu ce à quoi ça aboutit. Alors il y a une chose qui est importante pour nous, c'est que l'idée n'est pas de créer des installations qui sont achevées, qui sont prêtes à tourner. C'est pas un objectif de production, quoi. On est vraiment dans un laboratoire de création, d'essayer de bousculer les idées qu'on pouvait avoir nous a priori. Ouais, voilà. Voilà, ce qui a été, on a déjà eu l'occasion avec la compagnie Organic Orchestra d'organiser ce genre de temps
Mais là, ce qui a été super intéressant en le faisant avec l'atelier Art Science, ça a été justement de pouvoir collaborer avec à la fois les labos du CEA, avec Arjo Higgins et ce labo qui avait une proximité territoriale et qui bossait sur les mêmes sur certains outils qui nous intéressaient beaucoup, avec ISKN, et puis d'avoir été accompagné par des gens de chez Pagora, par différentes personnes autour qui étaient. Enfin, déjà quand j'ai commencé à proposer ce projet, je savais pas encore qu'il y avait une telle histoire du papier ici, et qu'il y avait tout un tas de recherches qui se menaient là. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de servir de tous ces outils qui sont créés dans le labo, dans des labos de précision. On n'a pas les outils qui étaient décrits tout à l'heure. En tout cas, on en a des bouts. On a ceux qui sont accessibles justement dans les Fab Labs ou ceux qu'on est en mesure de pouvoir fabriquer. On sait fabriquer notre outil de sérigraphie, par exemple, notre table de sérigraphie, l'insoleuse, etc. On a fait ce genre de choses. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui se fait justement dans les labos de pointe sur lesquels les gens travaillent parfois depuis des années sur des problématiques très très précises, et de voir dans quelle mesure nous on peut s'approprier ça dans un laboratoire qui est quasiment la maison, quoi. Une des choses qui est importante aussi pour nous, c'est qu'à l'issue d'un moment comme celui-ci, on crée tout un tas d'objets. On n'est pas en mesure de dire que tel ou tel truc est une œuvre, tel ou tel truc est un procédé technique super innovant. On préfère, et puis à qui ça appartient, à qui il y a c'est tellement organique en fait à l'intérieur de ça. On participe tous à tout un tas d'échanges d'idées, à tout un tas de faire. On préfère dire que ce qu'en est à la fin, ça appartient au monde. Chacun peut repartir de ce workshop en décidant de prolonger une installation interactive qui a été faite ou un procédé technique sur lequel on a travaillé. Et voilà, en gros, dans l'idée, moi, ce dont je rêve quand on parle d'électronique imprimée, par exemple, c'est un jour de créer une breadboard. Les breadboards, c'est ces petites cartes dont on sert avec les Arduino, des cartes de prototypage, et qui permettent de fabriquer n'importe quel circuit électronique et en l'occurrence de le refaire avec du papier. C'est des outils qui sont de l'ordre des usages des bidouilleurs, en gros, et de réussir avec ces choses qui sont de la haute technologie à pouvoir recréer des outils de détournement en fait du matériau. Moi, c'est ce qui m'intéresse en particulier parce que ça ouvre beaucoup de possibles d'usages, voilà, autour de ça. Et le papier est très très loin d'être mort. Il a servi avant l'écriture à tout un tas d'autres choses. Aujourd'hui, il y a l'emballage qui est devenu un peu prédominant dans son usage. Je pense que à travers toutes les recherches qui sont faites aujourd'hui, il y a vraiment tout un tas d'autres usages à trouver à ce papier, que ce soit pour de la construction ou Alors, voilà. merci Ezra. Juste, peut-être, si vous voulez bien, on se rassoit et comme ça on peut échanger là-dessus. On va revenir quand même plus précisément sur ce workshop. L'idée, c'était quand même de réunir des ingénieurs. Donc, il y avait des ingénieurs de chez Arjo Higgins, du CEA. Il y avait des designers, je crois, de Corée, des artistes. Ce temps-là, finalement, l'idée, bon, j'ai visité le workshop, on voit les objets qui ont été fabriqués, les idées de prototypes, mais est-ce que c'est ça qui est important ou plutôt le fait d'avoir à un moment pu se décentrer un peu et discuter avec des gens qui sont de mondes différents? Est-ce que c'est pas ce temps de fabrique qui est plus important peut-être que les objets qui en sortent? Est-ce que c'est des moments qu'on a souvent l'occasion d'avoir quand on est artiste finalement, ces vrais temps de recherche? Trop peu. C'est pas mal la manière dont je bosse depuis longtemps. Il n'y a pas de pièce, il y a quasiment rien que j'ai fait tout seul. En gros, ça a toujours été en collaboration avec des gens et beaucoup sur des temps de résidence. On a ces habitudes enfin, n'ayant pas eu de lieu jusqu'à il y a très peu de temps. Je m'appuyais sur des lieux qui étaient ces salles de spectacle et je profitais de ces endroits pour pouvoir inviter les gens avec qui j'avais envie de travailler, qu'ils soient constructeurs ou développeurs ou musiciens, etc. Et, petit à petit, on s'est rendu compte que ces temps-là n'avaient pas nécessairement besoin d'être dans une salle de spectacle, mais par contre, le fait de travailler dans des laps de temps et avec l'ensemble des gens qui participent au process d'une création
bah ça c'était quelque chose qui nous semblait vachement pertinent. Et d'appliquer à des temps de labo comme celui-ci aussi, c'est les mêmes règles qu'on utilise d'habitude. Il y a pas d'heure de lever ou de coucher. On essaie de manger ensemble. On prend du temps chaque jour très collectif pour exprimer ce sur quoi chacun bute pour pouvoir essayer de trouver et effectivement, une des choses qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est qu'on est tous techniciens et artistes, et celui qui est charpentier, il a aussi tout un tas d'autres compétences qui ne sont pas sur son CV à la base, et d'avoir ce temps d'immersion permet d'apprendre énormément en fait de chacun. Alors, pour un industriel, pour un labo de recherche, pour une start-up, quel est l'intérêt d'être dans un workshop de ce type-là? Pardon. Eh bien, pour nous, ce qui était important en participant à ce workshop, c'était de justement laisser libre cours à l'imagination de gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec ce matériau. Et on croit beaucoup à ces ateliers mixtes. Hein. Je dis mixtes plus dans le sens où on va mélanger des artistes, des gens de compétences très diverses et des ingénieurs. Parce que si on reste, entre guillemets, en circuit fermé, on va toujours sortir plus ou moins les mêmes idées. Donc c'est intéressant de s'ouvrir comme ça et de voir ce qui en ressort. Donc pour nous, ça a été très intéressant de ce point de vue-là, mais aussi parce que en partant d'une matière comme le papier qui, comme l'a dit Ezra, est un matériau très ancien, qui finalement peut-il se réinventer? C'était ça, quelque part, l'idée qui est ressortie de tout ça. Oui, il y a des choses à faire, je dirais. Pour être plus précis, nous avons eu nos idées que nous vous avons présentées initialement, créer ce pont entre le papier et le numérique. Vous avez vu la présentation où c'est l'inverse, on va passer du papier du papier au numérique, et ça c'est intéressant. Donc il en est sorti des choses très, très bien. Je vous invite d'ailleurs à aller visiter à Mélan cette exposition. La vidéo montre bien les objets, mais c'est toujours plus intéressant de les voir en live. Donc voilà, pour nous ça nous a apporté pas mal de choses. À l'Hexagone, oui, encore jusqu'à demain soir. Timothée ou Jean-Yves, je vous réinterrogerai sur la notion d'innovation ouverte, Timothée. Voilà, pour nous qui sommes des scientifiques, je dirais d'un point de vue plus philosophique, ces réflexions avec les gens d'un monde totalement différent, les artistes, ça nous conforte dans notre but, à quoi on sert. Parce que effectivement, on est un petit peu, comme le disait mon collègue, on travaille, on a nos objectifs, on a des partenariats avec des industriels, et puis de temps en temps, ce qu'on fait, ça sert vraiment à quelque chose. Et cette vision externe des artistes, eh bien, ça permet de nous projeter à l'extérieur, d'avoir une vision externe sur notre travail. Et le fait que ces créateurs soient intéressés par ce qu'on fait et en trouvent des utilisations, eh bien, ça nous conforte. Ça, c'est d'un point de vue plus philosophique. Après, d'un point de vue plus concret, eh bien, je dirais que cette vision totalement externe sur notre travail est une sorte aussi de critique. Cette autocritique qu'on ne fait pas toujours, puisque nous, on fait, évidemment, on se remet en question, mais avec toujours un peu en cercle fermé, c'est-à-dire avec nos idées, nos points de vue, et bien là, c'est une critique qui vient de l'extérieur sur nos systèmes, et ça permet d'en voir les limites, d'affiner nos discours et éventuellement aussi d'affiner nos développements. Parce que le fait d'avoir des applications, parce que là on regarde sur des applications un petit peu plus, je dirais, entre guillemets farfelues que celles que l'on développe aujourd'hui. Quand on fait de l'électronique imprimée aujourd'hui, on développe des antennes pour les téléphones. Ça, c'est quelque chose de très concret. Mais par contre, là, les artistes ont imaginé des choses totalement externe, un petit peu plus périphérique à ça. Et ça, eh bien, ça nous donne une vision sur l'avenir. Et ce qui permet ça va influer sur nos développements techniques et technologiques.
ces réflexions. Et est-ce que c'est quelque chose qui, dans le monde de la recherche, dans votre maison, le CEA, mais plus globalement dans de la recherche, est en train de vraiment être admis, pratiqué, ou est-ce que Grenoble reste un endroit un petit peu expérimental sur ces questions-là? Je pense que c'est quelque chose qui est déjà lancé depuis quelques temps. Donc c'est pratiqué régulièrement. On fait des brainstorming parce qu'il faut qu'on soit en avance. Donc ça veut dire qu'il faut mélanger les idées pour avancer. Par contre, je dirais qu'après, il faut, dans ce foisonnement d'idées nouvelles et de créativité, eh bien, il faut cerner celles qui sont vraiment pertinentes pour lancer nos développements. Parce que nous, les développements technologiques ou techniques qu'on fait derrière sont lourds. Et si on dit qu'on doit faire je dis n'importe quoi, un tapis avec actif, électroactif, eh bien, il faut être sûr que ce choix-là soit le bon, parce que nous, on va lancer des actions derrière qui sont lourdes. Ça se fait pas en 2 mois, mais c'est plutôt en années. Et donc, c'est là où, après, il faut qu'on ait le discernement. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que ces actions donc, ont commencé, je pense, avec Art et Sciences, il y a déjà une collaboration avec le CEA depuis pas mal de temps, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour arriver à parler le même langage. Parce qu'entre un langage de scientifique et un langage d'artiste, eh bien, on ne se comprend pas. Si on fait 3 réunions sur 3 mois, il n'en sort rien parce qu'on ne s'est pas compris. Et donc, c'est des collaborations à long terme pour qu'à la fin, on se comprenne. Et c'est ce qu'il faut. Donc. D'accord. Alors, on va bientôt prendre des questions, donc je vais demander à nos hôtesses de se mettre là pour regarder un petit peu si des doigts se lèvent. Et pendant ce temps, je vais continuer sur cette question avec Timothée. Peut-être, vous disiez tout à l'heure que vous veniez un peu du courant de l'innovation ouverte, centrée usager, c'est ça? Vous avez quitté un labo de recherche pour monter une start-up. C'est des questions. Vous êtes un ancien ingénieur, donc, enfin, vous êtes ingénieur ou pas du tout, d'accord? Je pensais que, d'accord. Alors, bon, en tout cas, personne n'est parfait, non. En tout cas, cette question d'innovation centrée usager, c'est quelque chose que vous réfléchissez au sein d'ISKN aussi. Il marche pas? Je vais vous donner le mien. Non, il est en vert. Bon, en 2 mots, effectivement, le projet ISKN est né en fait au sein d'un laboratoire d'innovation du CEA Leti. Donc l'idée est née à la cave, parce que nous on n'avait pas de garage, on avait par contre une cave dans laquelle on travaillait. Et voilà, donc l'idée est née avec 3 personnes comme membre fondateur, quelqu'un qui avait un vrai savoir technique, donc un vrai ingénieur, quelqu'un qui était ingénieur mais qui avait un volet plus marché parce qu'il avait fait aussi les Grenoble Economy Management, et puis moi qui venais pas du tout du monde de la technique, mais qui était à l'origine historien et qui était devenu chargé de tout ce qui était usage dans ce laboratoire, donc de toute l'expérience utilisateur. Et c'est vraiment ce travail collaboratif qui a permis la construction vraiment de cette technologie-là. Vraiment sur la partie innovation ouverte, ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'on retrouve là dans la discussion, c'est que fondamentalement, le travail de l'innovation, c'est un travail d'écoute du monde, et donc qui dit écoute du monde dit écoute d'autres choses que son propre besoin à soi, et donc d'ouverture au monde et donc d'ouverture autour de la diversité aussi des points de vue, des pratiques, des usages, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut construire finalement une proposition qui fasse sens de par le monde. C'est vraiment s'intéressant aux autres dans leur diversité de culture et d'usage. D'où l'intérêt de ces lieux, Living Lab, Fab Lab, de ces lieux où on bidouille et où on travaille des matériaux, où on réfléchit à des innovations avec les citoyens, avec les usagers, avec les bidouilleurs de tous les jours. Pour autant, parce que tout le monde n'est pas bidouilleur, donc c'est pour ça que je dis que c'est un vrai travail d'écoute, parce que tout le monde n'est pas de bidouilleur, tout le monde ne va pas sur ces lieux-là, donc il y a un travail pour aller vers les autres, que les lieux, que les emplacements ne permettent pas. Donc par contre, un travail comme celui qu'a fait Sarah autour de ce workshop-là, il était vraiment intéressant parce que
il est allé chercher la diversité, c'est-à-dire aller chercher un charpentier, effectivement, tu en parles, on dirait qu'on sort le charpentier comme ça, comme étant le personnage un peu hors norme, mais d'une certaine manière, ça raconte quelque chose aussi de différence. Moi, c'était quelqu'un qui était compagnon, donc c'est quelqu'un qui a un vrai savoir technique, et il était, on va dire qu'il était ingénieur de ses mains, ingénieux de ses mains et ingénieur de ses mains, et que c'était vraiment intéressant dans le cadre du workshop d'avoir des gens qui amenaient aussi ce monde-là en commun. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques, des retours d'expérience? Oui, madame? On a très bien compris l'intérêt du workshop, l'ouverture, l'enrichissement, la complémentarité. Mais je trouve qu'on n'a pas vraiment compris. Enfin, moi, j'aimerais avoir des exemples concrets de ce qui est sorti de ce workshop, tant en tant qu'objet interactif ou concept. Qu'est-ce que vous en avez tiré concrètement à l'issue? Qu'est-ce que vous allez faire? Soit une idée qui va permettre de développer quelque chose de concret. Vous avez parlé effectivement de cerner des pistes ou des objets interactifs. Je vais donner Parce que la vidéo était un peu rapide. Hein, oui, oui, alors ça tombe très bien, vous m'avez soufflé ma question. On a besoin de ce complément. Oui, oui, tout à fait, mais j'allais justement poser la question à Ezra. Je donne à Ezra, juste, je pense vraiment qu'il ne faut pas évaluer ce type de dispositif de workshop sous la forme de la performance. C'est un lieu de rencontre, et peut-être que l'innovation qui va sortir de ce travail-là, elle va émerger peut-être dans 4-5 mois, parce qu'il y aura une idée qui aura germé dans la tête d'un ingénieur, d'une des personnes qui est là, et elle fera naître cette idée-là, mais peut-être dans quelques mois. Donc vouloir jauger la performance du dispositif juste à l'aune des objets, je ne pense pas que ce soit la bonne manière. Mais quand même, moi j'ai vu 2-3 objets quand même incroyables hier. Donc Ezra, quand même, il y a des choses qui sont présentées à Mélan là, qui sont d'une fragilité aussi, qui leur donne aussi tout un champ un peu d'émotion, je trouve, parce qu'on voit que ça a été fabriqué là, et c'est fragile, que peut-être à l'issue des présentations, ce sera un peu abîmé. Mais il y a des idées, et vous allez les réinvestir dans vos spectacles. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'objets, de concepts, d'idées qui sont sortis? Oui, il y a par exemple un livre audio. Le principe d'un livre audio, c'est assez ancien, mais là, ce qu'avait envie l'un des initiateurs de ça, c'était déjà, c'est un livre qui est plutôt chouette parce que sa manière de s'ouvrir est pas linéaire, quoi. Il y a des systèmes de pop-up à l'intérieur, différents types d'ouverture. Donc déjà, à l'intérieur de la lecture du bouquin, il y a un chemin qui est un peu rigolo. Mais il s'est appuyé sur des principes d'électronique imprimée pour faire en sorte que ce ne soit pas l'audio qui nous dise « ding ding, tourne la page », mais que ce soit l'utilisateur, quand il tourne une page et qui va à tel ou tel endroit, puisse décider de comment va l'histoire. Donc en gros, il y a de l'électronique à l'intérieur imprimée qui permet de savoir où est-ce qu'on en est dans le livre. Il y a moi, un projet sur lequel j'ai passé du temps qui m'a beaucoup plu, ça s'appelle Landscape. En gros, on est parti d'un paysage, d'une photo prise en Corée il y a quelques mois, ce paysage, on l'a découpé du coup en plans. C'est un paysage de montagne avec un lac, etc. Et chacun de ces plans, on les a découpés dans du papier, on en a fait un pop-up. On en a fait un. Voilà. Je vous invite à venir voir tout ça parce que là, ce sera que partiel en fait de raconter ce genre de choses. Et en fait, ce qui nous intéressait, c'est à partir de ce paysage, comment lire, comment interpréter la musique que ces courbes dessinent. Et on s'est amusé à la fois à faire du mapping, comme on fait de la projection sur des bâtiments, à faire du mapping sur ces pièces de papier découpées, et à venir projeter juste sur l'arête du papier, et faire en sorte qu'à chaque point lumineux qu'on déplace sur ce paysage, que le volume sonore, l'intensité soit déterminé par la hauteur de la montagne, par exemple. Bref, différentes caractéristiques du paysage émettent comme ça du son, et l'utilisateur a l'équivalent remis à plat de ces plans, et tactilement, en touchant le papier, à l'aide d'électronique imprimée, on a fait des capteurs qui permettent de connaître la position en gros du doigt sur une feuille de papier, et de piloter ce point de lecture
du paysage qui émet du son et de la lumière. Ça, c'est une des choses, par exemple, sur lesquelles on a travaillé. Je vous invite à venir. Il y a un jardin aussi. Plein de choses. Un jardin. Il y a un jardin initié pas mal par les Coréens, là où c'est plein de petites expérimentations autour de fleurs. Alors des fleurs qui sont assez subjectives en fait, dans leur forme, mais ces fleurs de papier. Il y en a une un peu grosse qui respire comme ça, doucement. Donc ils sont amusés à jouer sur la mécanisation de ça. Il y en a d'autres sur lesquels on souffle et qui changent de couleur, qui sont voilà, habillés de lumière, qui changent de couleur et qui en même temps font réagir d'autres encore qui servent de ce qu'on appelle les SMA, c'est des fils à mémoire de forme et qui permettent quand on remonte à une certaine température, de prendre une forme particulière et donc de faire bouger le papier aussi. Il y a tout un, enfin ouais, je sais pas, il y a des choses, il y a une installation autour des correspondances et du coup autour de plein de lettres d'individus à travers l'histoire et de thématiques qu'on ressorte ils ont fait un genre d'installation qui ressemblerait un peu à un thésaurus ou un Google quoi en papier. Quand on cherche à partir d'un mot-clé, on a des chemins physiques qui permettent d'orienter vers des chemins de lettres qui permettent d'orienter vers telle ou telle lettre qui sont en lien avec ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ici. Je voulais savoir au niveau de la couleur pour la tablette, si c'était traité ou si c'était en cours, par exemple. Ah, on revient sur la slate. C'est-à-dire est-ce que par exemple la tablette permet de détecter peut-être des pigments sur l'écran de couleur, des choses comme ça? Ce que je vous disais, c'est que vous pouvez en fait le gérer numériquement, mais que aujourd'hui, c'est pas géré directement au niveau de la tablette. Donc, les stylos, par exemple, qu'on propose ou les crayons papier, ils sont pré-réglés en termes de couleur. Après, libre à vous de les changer parce que vous avez effectivement des outils numériques classiques de picker color pour vous permettre de changer ce que vous voulez en termes de couleur, mais c'est pas. Nous, on ne lit pas les pigments. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est qu'on sait quand vous l'utilisez, on sait quand vous tracez, par contre, on ne sait pas le matériau que vous mettez dessus. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Ah si, là-bas. Bonjour. Alors, moi, c'était à propos des papiers imprimés. Je voulais demander si c'était possible d'imaginer du tactile dans ce genre de système, comme qu'on a sur nos smartphones, par exemple. Frédéric va vous répondre. Alors, j'allais dire, pourquoi pas. On peut imaginer effectivement imprimer des matériaux qui permettent de repérer dans le plan la position de nos doigts, par exemple. Aujourd'hui, les matériaux qui permettent de rendre tactile un écran de verre ou de plastique sont des matériaux que l'on peut imprimer ou en tout cas enduire. On pourrait les enduire sur un papier. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on sait faire, j'allais dire, théoriquement et au stade du laboratoire. Nous n'avons pas identifié d'application pour l'instant à ce type de procédé, mais pourquoi pas. Aujourd'hui, le tactile, c'est beaucoup les écrans, donc on a besoin de transparence. Aujourd'hui, le papier n'est pas tout à fait transparent, même si on travaille aussi là-dessus. Donc, la réponse à cette question serait plutôt, ce serait faisable, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment identifié d'application qui nous, j'allais dire entre guillemets, motiverait à investir un peu plus loin dans ce type de développement. Je vais laisser monsieur compléter parce que je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes aussi. Oui, mais même Ezra, ce dont tu parlais sur le workshop, il me semble bien que moi, le papier, il était tactile. Alors Frédéric, donc pendant le workshop, Ezra a développé le papier qui est maintenant tactile, puisque je l'ai testé. Mais je laisse Jean-Pierre répondre, mais il me semble que oui, le papier peut être tactile.
Je vais juste ajouter un mot avant, c'est qu'aujourd'hui, nous, dans nos laboratoires, on fait des écrans tactiles, donc des écrans tactiles capacitifs. Le principe, c'est des capacités sur du plastique transparent. Et comme le disait monsieur, il n'y a aucun problème pour en faire sur du papier. Le tout, c'est l'intérêt, puisque ce qu'on a besoin surtout, c'est de la transparence dans les écrans tactiles. Ce qu'on n'a pas sur le papier, mais il n'y a aucune limitation pour en faire. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de problème. Ouais, puis en fait, tout dépend de l'exigence et de ce qu'on met derrière tactile. C'est vrai que si on imagine un iPad, c'est peut-être un peu délicat. Maintenant, si on veut interactive une surface par le toucher, vous pouvez le faire avec même des choses extrêmement simples en fait, en dehors des encres conductrices très spécifiques à tout un tas d'usages. Rien que le crayon à papier, c'est conducteur. Le graphite, c'est conducteur, et on peut dessiner des circuits électroniques sur du papier en utilisant des technos qui sont très très basiques, très anciennes, des trucs de l'ordre du résistif. Enfin, quand on connecte un moins et un plus et qu'on est en mesure d'avoir un courant qui passe même à travers le corps et n'importe quoi de conducteur, il y a une super carte et une super vidéo sur internet qui s'appelle, c'est Maki Maki. Vous pouvez aller voir un peu ça. On rend à peu près ce qu'on veut, tactile, des bananes, etc. Et en partant de choses qui sont simples comme ça, à la maison, c'est délicat d'arriver sur des formats très très complexes et très très denses. Mais effectivement, je me rappelle l'an passé de s'amuser à faire en encre conductrice justement un truc qui avait la taille et le format d'un iPad en papier. Et effectivement, il n'y avait pas d'image quand on sortait, mais par contre, on arrivait à localiser le doigt dessus. On ne faisait pas encore de multitouch, il y avait plein de choses. Mais bon, voilà, ça c'était le genre de choses qu'on a pu faire en un après-midi, en gros, avec des choses qui sont super accessibles pour, en gros, 20 €, quoi. Excusez-moi, j'avais oublié de dire une petite chose. Alors, tout dépend effectivement de ce qu'on appelle le tactile. Dans mon esprit, c'est effectivement plutôt les écrans où on va vouloir créer des choses, des interactions très fines avec l'objet que l'on a en main. Mais est-ce qu'on pourrait dire que le fait d'appuyer sur un endroit précis du papier déclencherait un signal? Serait-ce du tactile? Si vous répondez oui, alors oui, on peut faire du papier tactile, puisque nous avons des petits produits sur lesquels vous appuyez sur un endroit précis de la feuille de papier et ça va déclencher l'allumage d'une lumière ou l'émission d'un son, par exemple. Ce que le CEA a présenté tout à l'heure, ce qu'on avait fait, on a fait un petit keyboard, un petit clavier de piano. On peut dire que c'était du tactile, puisqu'en appuyant sur les touches plus ou moins fort, vous déclenchiez un son bien précis. Chaque touche correspondait à une note bien définie. On pouvait jouer de la musique sur une feuille de papier. Donc, j'allais dire, je vous laisse interpréter la réponse, décider si c'est oui ou si c'est non. Je pense qu'on est un peu entre les deux. Alors, je vois Madame, vous avez une question, puis ensuite ici. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Donc j'ai 3 personnes, d'accord, on va commencer par vous. On va descendre le micro à la dame qui est là, voilà, merci. Oui, bonjour, ce n'est pas vraiment Oui, une question monsieur. mais une constatation, et j'ai trouvé très intéressant dans le cas de la tablette de faire figurer le crayon, parce qu'en fait on parle du papier, mais pour aller sur le papier on garde toujours la connexion un petit peu ancestrale, cette symbiose entre l'écriture, le papier et un outil qui est le crayon, et qui est vraiment important dans le cas de l'écriture, du dessin. Et pour concrétiser cette pensée, le fait de garder le crayon plutôt que de passer par un clavier ou finalement de s'affranchir du crayon et d'utiliser le doigt, on garde vraiment cette dimension du cerveau qui est la nôtre et qui nous permet de créer, d'innover et de matérialiser finalement une pensée. Enfin, pour ce qui est de la tablette Slate, en fait, finalement, on a vraiment l'électronique, ou en tout cas l'innovation, qui reste dans le cadre d'une tradition symbiose papier, crayon, cerveau humain, qui fonctionne bien et qui est très importante, je trouve, en termes d'imaginaire et de réception de l'écrit, du dessin ou du tracé, pour ne pas limiter tout ce qui est papier à l'écriture.
Donc, Merci pour votre témoignage. Timothée, vous vouliez... Juste pour confirmer, en fait, il y a eu pas mal de débats aux États-Unis parce qu'il y a un certain nombre d'États suggéraient de supprimer l'écriture dans le cadre de l'enseignement. Et en fait, ce qu'on fait remarquer à un certain nombre de neurobiologistes, c'était le fait que, en fait, quand on écrit, on vient activer des zones de cerveau liées au mouvement. Et quand on lit, en fait, on vient réactiver ces zones-là. Donc, en fait, il y a un lien direct, en fait, entre la manière d'écrire et la manière de mémoriser à la fois le texte pour l'apprentissage de la lecture, et puis après l'apprentissage dans les formes d'enregistrement même de mémoriel qu'on a de ce qui est saisi en termes de notes. Donc, il y a vraiment des grosses différences entre ce que vous mémorisez quand vous tapez, par exemple, sur un clavier, et ce que vous allez mémoriser quand vous allez prendre des notes. Vous mémoriserez plus en profondeur quand vous noterez avec des notes, et de manière plus en surface quand vous travaillerez juste avec votre clavier. Monsieur. Moi, ce n'est pas une question, je voulais juste d'abord vous féliciter pour l'organisation. Je trouve ça formidable, je suis même un peu déçu qu'il n'y ait pas tant de monde, mais en tout cas bravo à ceux qui sont présents. Moi, je suis très heureux d'être là. C'est vrai que moi, mon grand-père a créé une imprimerie à 80 ans, et juste à côté, la rue Diderot, donc à 800 mètres de là. Et quand je vois Ezra qui dit, enfin je me permets de vous appeler Ezra, qui dit que le papier n'est pas mort, j'ai envie de... Les larmes sont pas loin, parce que nous, on est imprimeurs depuis 3 générations. Et c'est vrai que j'ai envie tous de vous parler, j'ai des choses à vous dire, donc je prends déjà rendez-vous avec vous. Mais vraiment, bravo, quoi. Le papier n'est pas mort, bien sûr, heureusement. Et c'est vrai que quand je vois, je pense que la grand-mère de Steve Jobs, elle a été éduquée sur du papier, quoi. Et c'est vrai qu'on a été très attaqué par les sociétés d'informatique, comme quoi le papier était mort. Quand vous êtes passionné, comme moi je le suis, du papier et de l'imprimerie, c'est vrai que c'est dur à entendre, ça blesse. Mais je pense que justement, il y a une petite renaissance depuis quelques années, là, et on va dire même quelques mois, et vraiment aujourd'hui, on voit bien la force du papier. Donc, quand on voit des organisations humaines, des réunions comme ce matin, le workshop où j'irai voir demain à Mélan avec plaisir, bah vraiment, ça fait chaud au cœur. Donc, je voulais juste vous féliciter, vous dire bravo. Merci. Merci, monsieur. Ce sera sûrement le mot de la fin. Moi, j'ai juste une petite question. Timothée, la slate, on se la procure comment ? C'est l'instant promo, vous écoutez pas si vous n'avez pas envie. Non, vous pouvez vous la procurer sur notre site. D'accord, elle n'est pas encore disponible au grand public. C'est juste ça que je voulais savoir. Et Ezra, le papier, on va le voir dans votre prochain spectacle. C'est quoi la suite de ce workshop ? Vous allez continuer à travailler ? Vous allez retourner en Corée ? Continuer à travailler, oui, j'espère. Sur le papier, avec ce groupe, je voulais dire. Alors là, en tout cas, cette petite équipe avec laquelle on s'est réunis pendant 10 jours, je suis pas sûr qu'on essaie de reproduire le même schéma, parce que c'est aussi le truc un peu exceptionnel qui est intéressant. Ce sera super de le faire aussi avec d'autres gens une autre fois. Maintenant, on est tous repartis, je pense, avec beaucoup d'idées, beaucoup d'envie de réalisation, des choses, même certaines choses qui ne sont pas visibles là jusqu'à demain soir, certaines choses qui ont été abandonnées. On a voulu recréer une montgolfière, par exemple, et mettre une ville de papier à l'intérieur, et qu'au fur et à mesure où ça chauffe, la ville, elle se décolle et elle réallume le feu de la montgolfière, et ça fait... Bref, on a eu tout un tas de rêves parfois absurdes, mais qui vont continuer de faire germer en fait tout un tas de choses. Et oui, j'espère continuer de monter des installations. On a 2 installations qui sont en cours pour l'année prochaine. Une autour de plein de beatboxers en papier, parce que à la base, mon métier, c'est de faire des bruits avec ma bouche. Et du coup, voilà, avec le papier. Et une autre qui s'appelle Aidem et qui est autour d'un livre dont chacune de ces pages contient de la connaissance qui est formulée pendant ces temps de workshop et avec lesquelles on crée des synthèses très très courtes sur le papier. Et ce papier, en fait, on le connecte à ce qu'on appelle un IDEM, une porte d'ouverture à tout un tas d'accessibilité à tout un tas d'autres médias. Et c'est le papier, c'est les pages de ce livre qui permettent de manipuler les différents médias qui sont dedans, que ce soit de la vidéo, du son, des plans techniques, d'autres données écrites ou des jeux. Et voilà, on joue avec ce papier comme d'un contrôleur. Et, voilà. Très bien. Eh ben merci à tout le monde. Si vous voulez prolonger, vous pouvez aller voir le stand Gutenberg 2.0 où vous verrez des applications d'électronique imprimée sur le salon en bas au rez-de-chaussée, et aller à Mélan pour voir les restitutions du workshop, je pense jusqu'à la fin de la semaine, à l'Hexagone. Et puis,
Et puis, si vous voulez voir ce que des gens ont fait avec la technologie et la Slate, autre chose que ce que nous aujourd'hui on vend directement, vous pouvez aller sur le temps de pulsation qui montre une application qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Et puis ceux qui veulent voir la Slate, vous pouvez essayer d'attraper tout de suite Timothée en sortie de conférence. Peut-être qu'il vous la montrera et vous fera un petit test. Merci à tous.